Oui, la canicule qui sévit en France depuis quelques heures peut s'avérer très dangereuse si on n'y est pas préparé. On va rappeler ce chiffre terrible de 2003. Environ 15 000 personnes avaient été victimes de la canicule, 15 000 décès. En 2015 encore, l'année dernière, 3 000 décès liés à la chaleur. La question est donc de savoir si on peut se protéger de ces fortes chaleurs, si les enfants, les adultes, les seniors sont tous exposés au même risque. C'est ce qu'on va voir ce matin en détail avec tous nos spécialistes et avec Laurent Cabrol, le monsieur météo d'Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. On va faire un point déjà sur cette météo et sur ces fortes chaleurs. Toujours 12 départements en alerte orange aujourd'hui. Oui, alors des départements qui sont curieusement placés, c'est entre guillemets près de l'Atlantique, puisque en général la chaleur très forte arrive par le sud-ouest, mais on peut dire qu'il va faire quand même très chaud. 41 degrés en Corrèze cet après-midi, 40 degrés en Charente, vous voyez, 39 degrés dans les Deux-Sèvres, 38 dans le centre, et même 36 à Paris, ça n'est pas rien. Ah oui, 36 en ville, c'est chaud. Ce matin déjà, au petit matin, à Saint-Germain-des-Prés, il faisait 25 degrés. Vous voyez que c'était très élevé. Oui, et pendant ce temps-là, dans le sud-ouest, Nice est la ville la plus fraîche de France aujourd'hui. Nice et Marseille sont des villes assez fraîches, 26-28, tout simplement parce que nous avons le vent marin. Ça nous donne une idée, Laurent, quand même. Si la ville la plus fraîche aujourd'hui est à 26-28 degrés, ça donne une idée du reste. Exactement. Mais il suffit d'avoir un petit vent marin, un petit vent de mer, et puis vous savez, ça rafraîchit rapidement l'atmosphère, alors que dans les autres villes, c'est suffocant. Et c'est très difficile à supporter, d'autant que la nuit a été chaude. Donc c'est une journée vraiment très difficile, ça faut bien le dire. Vous avez raison d'en parler dans votre émission. Cela dit, fort heureusement, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Ah, alors justement, quelles sont les prévisions? Là, on est sur la journée la plus chaude de la semaine. Oui, on est sur la journée la plus chaude et dès ce soir, les premiers orages vont arriver, ou en tout cas les premiers nuages pré-orageux vont arriver sur l'Atlantique, de sorte que c'est une canicule sans en être une. Une canicule, c'est 3 jours, c'est 72 heures, avec des températures entre la nuit et le jour qui sont définies et prédéfinies selon les secteurs, selon les villes. Par exemple, il faut qu'à Lille, s'il fait 33 degrés la jour, 18 degrés la nuit, on est en canicule. À Toulouse, si on fait 36 degrés le jour et 21 degrés la nuit, on est en canicule. Vous voyez, ça n'est pas du tout le même cas selon la ville dans laquelle on se trouve. Il faut que l'amplitude soit la plus petite possible pour qu'on soit en canicule. Donc, alors le docteur Martine Pérez, Laurent, je vous interromps, est également avec nous dans ce studio. Ce qui devient problématique, c'est effectivement la longueur. Quand ces longues périodes de chaleur durent pour supporter ça, c'est très compliqué. Voilà, effectivement, 3 jours de chaleur définissent la canicule, à condition qu'il y ait certaines normes qui ont déjà été définies. Et c'est vrai que la canicule, c'est pas la même définition à Lille qu'à Paris, qu'à Strasbourg, qu'à Toulouse. Donc c'est assez complexe, il n'y a pas de définition universelle de la canicule. Il faut qu'il y ait 3 jours consécutifs de grande chaleur, il faut que le différentiel entre la température du jour et de la nuit soit très faible, parce que dans ces conditions-là, les organismes ne se rafraîchissent pas la nuit, ne se reposent pas et sont soumis à ces fortes températures. Et donc, cette définition de la canicule, on n'y est pas encore, mais il fait chaud. Et puis, je voudrais rappeler une chose, c'est que il fait très chaud. Vous voulez me poser une question? Je vois Thomas. Simplement, je voulais demander à Laurent Cabrol de nouveau sur cette alerte à la canicule. On a raison de la déclencher. Météo France place les départements en alerte orange. Ah, bien sûr, il faut être vigilant. C'est une vigilance, le mot est juste. Vous voyez, on ne doit pas dramatiser. C'est une vigilance. Il ne faut pas oublier qu'en 2003, ça a duré 15 jours ou 13 jours. Donc, vous voyez, on était pratiquement dans des proportions qui sont identiques à celle-ci. Mais entre 2 jours et 13 jours, la différence est énorme. Et donc, ce que nous vivons là, c'est un pic de chaleur exceptionnel qui va fortement s'atténuer demain et après-demain, et on va perdre 10 degrés d'ici la fin de la semaine. Ça, alors vraiment, ça c'est un salutaire pour ceux qui ne supportent pas la chaleur. Et puis, ça peut repartir. Il ne faut pas oublier que là, on est entré en période caniculaire. C'est-à-dire qu'en météo, à partir du 14 juillet au 15 août, c'est la période durant laquelle on peut avoir un temps caniculaire. Ça s'appelle l'été en fait. Ça s'appelle l'été, mais quand je dis canicule, c'est canicule durable. Alors la référence est 2003. Si canicule type 2003, on est entré dedans. Là, aujourd'hui, on est entré dans la période. Maintenant, fort heureusement, il y a ces orages qui arrivent, qui rafraîchissent. Après, ça va remonter. Après, il y aura de nouveau des orages. Pourvu que ces orages, ou en tout cas ces terres marins, viennent nous rafraîchir régulièrement. Docteur Richouf. Oui, c'est pas anodin parce que c'est pas simplement du désagrément. La canicule, c'est des morts. Le professeur Jean-Louis Sermarco, je crois que vous avez eu au téléphone, a écrit
un ouvrage là-dessus important parce que Voici, chaque année, canicule et froid hivernal. voilà, il a alerté les pouvoirs publics parce que si on ne prend pas les mesures qu'il faut, on est sûr d'avoir un nombre de morts conséquent, plusieurs milliers. Donc c'est pas simplement il fait un peu chaud, on va se rafraîchir. L'alerte orange, Laurent Cabrol, elle est liée à ça aussi. Aujourd'hui, on est dans un principe de précaution quoi qu'il arrive. Oui, vous savez, en général, les alertes tiennent compte également du taux d'humidité, parce que ça a beaucoup d'importance, ce taux d'humidité. Et quand l'humidité est très grande et très forte, c'est encore dangereux. Donc, c'est l'Institut de veille sanitaire qui décide que tel secteur est dangereux, tel département ou tel autre l'est beaucoup moins. Mais là, on en a eu 12 départements vigilants. Je pense que dès demain matin, pratiquement la moitié auront disparu de la liste. Alors, docteur Martine Pérez, dans ces fortes chaleurs, quelles sont les personnes les plus vulnérables? On pense évidemment en première ligne aux personnes âgées, c'est bien le cas? Oui, en 2003, la France entière et l'Europe entière a été surpris parce qu'il y a eu 70 000 morts en Europe, 15 000 en France, et on n'avait jamais vu ça. Et pourquoi on n'avait jamais vu ça? On avait déjà eu des fortes températures, mais la durée de ces fortes températures pendant 15 jours était très très longue. Et surtout, cette canicule est arrivée dans une période de notre histoire où l'espérance de vie est très élevée. Donc la conjonction de très fortes températures avec une forte population de personnes âgées et une espérance de vie qui manque fait que ces personnes âgées étant très vulnérables à la chaleur, eh bien, on a observé une surmortalité, donc entre 15 et 18 000 morts. Alors, bien sûr, les premières personnes les plus vulnérables, ce sont les personnes âgées. Vous savez, avant 2003, on n'avait pas eu d'épisode similaire évident. En 76, il avait fait très chaud, il y avait eu quelques centaines de morts. Ah, c'est mon année de naissance, voilà. Et ma mère m'a souvent parlé de sa grossesse à l'été 1976, qui était très dur à supporter. Voilà, il a fait chaud, mais on avait colligé quelques dizaines ou quelques centaines de décès, et puis on était passé outre. On n'avait pas réfléchi au fait qu'il fallait prendre des mesures au niveau de toute la société, des mesures de santé publique pour éviter les décès. La catastrophe est arrivée en 2003 dans un pays qui n'était pas préparé, mais cette catastrophe, elle a permis de faire un certain nombre d'études, d'analyses et de faire des recommandations. Et c'est là qu'on a compris qui était vulnérable à la chaleur. Alors, Laurent Cabrol, ça a changé depuis 2003 ? Vous parlez d'eux. Justement de la prévention qu'on fait autour de la chaleur, et vous êtes en première ligne avec les prévisions météo. Ça a été un bouleversement. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que je tire mon chapeau à l'administration française. Quand il y a eu les tempêtes de 99, on a pris des mesures, c'est là où on a créé les alertes qui n'existaient pas avant. Donc si vous voulez, et à partir de 2003, qui était une canicule meurtrière, parce qu'il y avait aussi cette idée que la chaleur, c'est toujours signe de vacances, tralala de soins de soi, on est content, il fait chaud, on est content. Sauf que maintenant, quand il fait chaud, on commence à en avoir peur. Et ces veilles, ces alertes sont là pour vraiment nous protéger. Et les morts, les décès, il y en a toujours trop. Mais je suis sûr qu'avec la même canicule que 2003, aujourd'hui, on ne dépasserait pas les 2 ou 3 000 victimes. Oui. Vous en êtes certaine aussi, docteur Pérez? Bien sûr, c'est une évidence. Par exemple, plus de 80% des victimes avaient plus de 75 ans. En 2003. Qu'est-ce qu'on a fait? La première mesure, et ça on l'a compris tardivement, c'est qu'on a imposé à toutes les maisons de retraite d'avoir une pièce climatisée où quand il fait chaud, on met les personnes âgées. Et donc ça a tout changé parce que on n'avait pas la notion que les personnes âgées étaient si vulnérables à la chaleur. On donnait des recommandations pour les bébés et pour les enfants quand il faisait chaud, on méconnaissait la problématique des personnes âgées. Or les personnes âgées, c'est un ami qui m'a dit ça, c'est comme des coupes de cristal. Elles vont très bien en général, mais elles sont très fragiles et une moindre pichenette peut les briser. Eh bien, cette canicule a brisé 15 000 personnes. Alors, c'est pas non plus toutes les personnes âgées qui sont vulnérables. D'abord, c'est les personnes âgées qui sont isolées. Parce que quand on est isolé, on a moins de contacts, on se soucie moins de soi. On va en parler tout à l'heure avec Sabrina Philippe pour voir comment on lutte contre cet isolement. Les personnes surmédicalisées, on avait les enquêtes d'après 2003 ont montré qu'un certain nombre de victimes prenaient plus que 10 médicaments par jour. Donc, les médicaments, on en parlera tout à l'heure, peuvent avoir un effet qui ajoute à l'effet de la chaleur. On a montré aussi que celles qui habitaient sous les toits avaient plus de risques de mourir de coups de chaleur et de déshydratation. C'est bien ça. Oui, mais surtout il y a l'effet quand vous êtes en haut. Le soleil donne directement. Voilà, cocotte minute, exactement. Ouais. Il faut aussi savoir, on a compris aussi que parmi il y a eu aussi des personnes de moins de 75 ans, même de moins de 60 ans qui sont décédées. 41% d'entre elles étaient atteintes de troubles mentaux et prenaient des médicaments psychotropes. On a compris que c'est des personnes qu'il faut protéger en priorité. Il y avait 14% de diabétiques, 17% d'obèses et 20% avaient une
une consommation abusive d'alcool. Donc vous voyez, on a défini des groupes à risque et il faut se protéger ces Et on populations-là. a effectivement déjà des appels au standard d'Europe 1 39 21, les auditeurs d'Europe 1 qui veulent dialoguer avec vous, nos médecins, nos spécialistes qui s'interrogent sur la chaleur du jour et la canicule. Sylviane à la Selle sur Seine, bonjour Sylviane. Oui, bonjour Thomas, bonjour à tout le monde, aux médecins et à toute l'équipe. Alors justement, vous avez des questions parce que vous souffrez d'embonpoint et vous êtes cardiaque, donc de population Et à un risque. problème de thyroïde avec. Très bien, bon, vous avez la totale Sylviane. Et donc, alors, quelle était votre question? C'est simplement, je sais qu'il y a un psychologue aussi, je fais un gros bisou. La chaleur fait très peur, donc j'ai mon traitement de cardiaque. Je fais attention, je me promène dans la maison avec un gant d'eau froide sur la tête. J'ai très très mal à la tête. Et je voulais demander au docteur si le traitement est mauvais pour quand il fait très chaud ou autre. Alors, c'est une bonne question. Docteur Martine Pérez. Alors d'abord, je ne sais pas ce que vous avez comme traitement, mais par exemple, on sait que quand il fait très chaud, il faut réfléchir aux prescriptions de diurétiques. Il faut en parler à votre médecin pour voir s'il ne faut pas peut-être diminuer la dose. Mais on ne peut pas du tout faire de consultation sur l'antenne d'Europe 1. Oui. Mais vous pouvez passer un petit coup de fil Faut aller à consulter. votre médecin pour lui demander est-ce que tel ou tel médicament est contre-indiqué ou pas. Il faut aussi savoir que... Mais c'est une question qui se pose. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut aussi savoir que la meilleure façon de lutter contre les effets de la canicule pour éviter les coups de chaleur, c'est de se promener dans une atmosphère réfrigérée. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Thomas, mais il y a quelques jours, Isabelle Quenin nous a expliqué comment refroidir son appartement, même si on n'a pas la climatisation. Elle suggérait, par exemple, d'étendre des draps mouillés aux fenêtres pour empêcher la chaleur de rentrer parce que la déperdition de l'eau, le fait que l'eau sèche rafraîchit l'atmosphère. Voilà, c'est évaporé. Il y avait la clim du radin, La c'est-à-dire clim mettre du un radin. bac à glaçons devant un ventilateur, que ça projette l'air froid dans la pièce. Voilà, vous pouvez vous couvrir, vous rafraîchir avec des douches fraîches. Enfin, il faut vous rafraîchir parce que le problème, c'est que quand la canicule risque d'augmenter votre température corporelle, de faire un coup de chaleur avec toutes les complications dont on parlera. Donc, rafraîchissez-vous et appelez votre médecin. Là, la canicule va durer pas très longtemps, donc peut-être que c'est pas la peine de modifier votre traitement. Mais s'il s'avérait qu'elle devait durer plus de 2 ou 3 jours, c'est une bonne idée de prendre contact avec votre médecin. Mais Merci. je pense qu'il y a beaucoup plus de peur qu'autre chose. Donc je voulais demander si la dame qui est psychologue, elle avait un mot-clé, parce que je suis une angoissée. Ah bah on se tourne vers elle justement, c'est Sabrina Philippe. C'est vrai aujourd'hui la canicule, ça fait peur. Oui, Très ça fait peur, peur, oui. mais justement, il faut essayer de rationaliser. Et comme l'a dit Laurent Cabrol, on est dans une canicule relative, puisque dès ce soir, les températures vont baisser et qu'on n'est pas sur une canicule qui perdure. Donc l'idée, c'est toujours de ramener du réel dans la peur. Il y a la peur et puis il y a la réalité. Et la réalité, c'est qu'on a une grosse journée très chaude, que si vous restez tranquillement chez vous, à l'abri du soleil, en vous hydratant, en mettant un gant froid, vous ne risquez pas grand-chose. Et ça, c'est la réalité. C'est à celle-là qu'il faut vous raccrocher. Spécial canicule avec vos appels au 39 21. Vous pouvez dialoguer avec nos médecins comme René qui nous appelle maintenant d'Orly. Bonjour René. Bonjour. Alors que vous arrive-t-il? Bon, écoutez, je suis atteint de la maladie du BPCO, maladie pulmonaire, et j'ai un appareil respiratoire et sommeil la nuit. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. J'ai tout fait par la respiration et je transpire beaucoup. Est-ce que je ne fais pas une erreur en faisant beaucoup d'aérosols parce que je ne peux pas faire ma marche avec cette chaleur-là? Et est-ce que je ne fais pas une erreur en utilisant mon appareil respiratoire même la journée? Alors nos médecins vont vous répondre, docteur Marcel Ichou. Bon, d'abord, René qui souffre de BPCO. si vous voulez, pour les conseils, il faut qu'ils soient adaptés parce que sinon, ça n'a aucun sens. Bien sûr. La BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est-à-dire que les bronches sont complètement bouchées. Il n'y a plus de respiration. Mais suivant le degré, on peut être en insuffisance respiratoire légère ou en insuffisance respiratoire très sérieuse. Pendant la canicule, ça peut s'aggraver assez vite. Donc, on ne peut donner aucun conseil à ce monsieur, si ce n'est qu'il vous fasse venir son médecin, qu'il l'examine et qu'il sache à quel degré où il en est pour lui donner un conseil adapté. Parce qu'on ne peut pas, très franchement, donner un conseil standardisé à quelqu'un qui a une vraie pathologie. Vous comprenez? Si c'est une personne âgée, globalement, on peut donner un conseil personnalisé. Mais là, le conseil qu'on lui donne, c'est appeler votre médecin. Docteur Martine Pérez. Oui, le seul conseil qu'on peut lui donner, c'est de rester bien au frais, d'essayer de rafraîchir son appartement, de voir s'il peut même pas s'acheter une petite clim, parce que dès qu'on a une maladie chronique, on est beaucoup plus sensible aux effets de la canicule. Il faut qu'il s'hydrate, parce que s'il transpire beaucoup, il perd de l'eau, il perd des sels minéraux.
Donc il s'agit de boire, mais de boire aussi des aliments et de manger un petit peu salé, parce qu'au moment de la canicule, quand on boit que de l'eau sans manger salé, sans qu'il y ait un petit peu de sel qui l'accompagne, on perd beaucoup d'eau et on peut aussi se déshydrater. Donc les sels minéraux permettent de faire une petite rétention d'eau et donc de se rafraîchir. Mais bien sûr, Marcel a raison, pour des problématiques aussi spécifiques, il faut voir son médecin. Bon, on peut être rassuré aussi, je pense que vous pouvez être rassuré parce qu'il ne va pas faire chaud demain ou après-demain, ça va diminuer. Mais si vous ne vous sentez pas bien, alors vraiment, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Vous êtes dans quelle région, René? En région parisienne, je crois? Orlyville, mais j'ai appelé la secrétaire du médecin, mais je pense que mon médecin, il doit être débordé, sans doute, et j'ai essayé d'avoir la pneumologue dans les Hauts-de-Seine, et ça doit être pareil, elle doit être débordée, à mon avis. Est-ce que vous êtes entouré, René, en ce moment? Écoutez, j'ai 71 ans, j'en avais parlé au service de la ville, de ma ville, mais personne n'a bougé. Vous avez prévenu quand même les services de la ville, hein, vous avez prévenu de votre situation et personne n'a bougé du côté d'Orly, c'est pas normal. Non, personne n'a bougé. Personne, je les ai alertés facilement depuis deux mois. Hein. Personne n'a bougé. En tout cas, c'est un bon réflexe, docteur Richoux, de se prévenir, de prévenir en tout cas les autorités. Bien entendu, parce que dans certaines municipalités, ils mettent en œuvre vraiment des moyens importants avec des gens qui viennent, qui assistent, et c'est pas à négliger. Mais juste pour répondre très précisément à René. Effectivement, les médecins sont débordés, les hôpitaux aussi, mais on a quand même quelque chose de fantastique, notamment en région parisienne, mais à peu près partout, c'est le Centre 15 et le SAMU. Pourquoi ? Parce que quand vous les appelez, ils trient avec des gens qui sont hyper compétents. Donc, soit ils vous donnent un petit conseil parce qu'il n'y a pas de danger, soit ils vous envoient une ambulance et des soins urgents. Voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas parce qu'ils vous donnent un conseil. C'est simple, mais un conseil pertinent et avisé. Ouais. Donc, vous pourrez aussi noter ce numéro, hein, le 15, René. N'hésitez pas à le composer, on a l'impression que c'est pour les grosses urgences. Mais pas pour rien, évidemment, il faut pas... Oui, bien sûr, on l'a bien compris. Et alors, René, il y a un autre point qu'on voulait aborder avec vous, puisque vous l'avez dit, on sent que vous êtes une personne isolée, une personne âgée isolée en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, mon cousin est parti en vacances. Moi, j'avais alerté beaucoup de monde parce que c'est vrai que quand on est tout seul, parfois on peut avoir besoin d'aide et la personne a répondu à mes appels. Voilà. Bon. Alors cette nuit, j'ai pas dormi avec cet appareil. Bon, je me suis débrouillé par mes propres moyens. Ce matin, moi-même, j'ai fermé tous les volets, j'ai tout fermé pour rester au maximum au frais. Mais ce n'est pas évident parce que je transpire beaucoup. Est-ce que je fais bien de mettre du parfum face à la transpiration? Je n'en sais rien. Hein. Ça n'a a priori pas grand rôle. Mais ça n'a pas forcément... Le parfum n'a pas d'intérêt dans ce cas-là. À la limite, oui, comme vous a dit Martine tout à l'heure, des conseils de rafraîchissement, d'hydratation, le parfum, c'est peut-être pas utile. Voire même, ça peut entraîner des petits désagréments, des petites nausées. Bon, merci beaucoup René de votre appel. On vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à prévenir les gens autour de vous s'il y a des voisins et également. On vous souhaite en tout cas un bon courage pour supporter cette chaleur aujourd'hui en région parisienne. La bonne nouvelle, c'est que ça ne devrait pas durer trop longtemps. Mais avec maintenant Sabrina Philippe, notre psychologue, on va évoquer cet aspect des personnes âgées isolées. Comment on lutte contre cet isolement ? Alors déjà, je pense que c'est vraiment... Merci d'ailleurs René d'avoir appelé parce que je crois que c'est très significatif en fait aussi de cet isolement de personnes qui peuvent avoir de la famille mais qui est partie en vacances tout simplement, ou parfois cette famille est très éloignée, ou parfois tout simplement voilà, il n'y en a pas de famille. Et ça c'est vraiment significatif aussi de cet isolement qui vient avec l'âge, où il y a plusieurs causes aussi, on le sait, à cet isolement. C'est-à-dire que vous avez évidemment tout ce qui est problème de santé. Là on l'a vu aussi, René, il doit avoir aussi des déplacements limités. Il y a des traitements, il y a des déplacements qui sont limités. Ça, on le sait. Il y a évidemment le fait aussi de la perte du conjoint, par exemple, parce que il y a beaucoup de personnes âgées qui perdent leur conjoint. Alors plus souvent, en général, les femmes qui se retrouvent très isolées puisqu'elles vivent, on le sait, plus longtemps. Elles ont une durée de vie qui est plus importante et donc elles se retrouvent très très souvent seules aussi. Il y a l'éclatement familial quand il y a des divorces dans les familles. On va moins souvent voir les grands-parents, voir ses parents, voir les beaux-parents. Donc ces personnes aussi se retrouvent beaucoup plus isolées. Donc ça, c'est important de le signaler parce que ça existe. Et ça existe autour de vous, chez vous, votre voisin, votre voisine qui est isolé et qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc c'est important aussi de dire que pour lutter contre cet isolement, il faut que chacun prenne conscience qu'à côté de chez vous,
il y a forcément quelqu'un qui est isolé toute l'année, mais qui est isolé aussi durant cette période estivale, d'autant plus, et qui est donc aussi en danger à cause de cette canicule. Vulnérable, forcément, quand on est tout seul. Donc ça, c'est important. Comment vous me posiez la question, comment lutter? En prenant tous conscience qu'on est tous responsables et solidaires les uns des autres, déjà pour commencer, parce que bien sûr qu'il existe des associations, on va en parler dans quelques instants. Bien sûr que, bon là, René est quand même très proactif parce qu'il prévient, il se signale quelque part auprès de sa ville. Il n'y avait eu aucun effet Mais du côté de la mairie d'Orly. Voilà, il ne se passe rien de l'autre côté. Donc, on n'a pas non plus, on ne sait pas toujours quoi faire en tant que personne âgée aussi. Finalement, on ne sait pas forcément se servir d'internet. On sait pas quelles sont. On n'a pas envie de déranger aussi. Exactement. Parfois. Voilà, donc c'est vous en tant que personne, je dirais justement active, valide, qui devait être force de proposition envers ces personnes isolées. Donc ça c'est très important de le signaler. Et alors, quelle cause ça produit d'être seul? On peut avoir des sentiments dépressifs? Oui, alors on peut justement, l'isolement engendre des sentiments dépressifs, bien sûr, et aussi, bien sûr, l'âge. C'est que il y a des personnes qui ne supportent pas aussi, et on peut comprendre, qui ne supportent pas le fait de prendre de l'âge, de se retrouver dans des situations de santé parfois un peu compliquées, qui sont limitées aussi par les possibilités d'activité, parce que vous ne pouvez plus évidemment faire la même chose. Donc tout ça entraîne une certaine dépression, et puis cet isolement vient en rajouter aussi, parce que, alors, cet isolement, il est parfois réel, il ne l'est pas. C'est-à-dire que vous avez un isolement réel parce que vous n'avez pas de famille ou peu, qu'ils habitent loin, qu'il n'y a personne autour de vous, que vous avez perdu votre conjoint. Et puis aussi, c'est un sentiment. Parfois, il y a une étude qui a été faite comme ça à Nantes qui montrait que les personnes avaient plutôt un sentiment d'isolement parce qu'elles ne communiquaient pas, finalement, elles ne se sentaient pas comprises, elles ne se sentaient pas soutenues. Donc il y a des efforts à faire de la part de la personne qui se sent isolée. Alors celle qui doit faire un petit peu d'efforts pour s'ouvrir aux autres. Il y a l'idée de faire des efforts pour s'ouvrir aux autres. C'est pas toujours facile non plus d'aller s'ouvrir aux autres. Donc c'est pour ça qu'on est tous, c'est ce que je disais, on est tous précurseurs. L'idée c'est pas d'être là pour votre voisin 24/24 en disant je vais le faire comme pour un parent. C'est de donner cette petite impulsion qui va faire que tiens, j'ai trouvé une association, tiens, je vérifie si vous êtes bien hydraté. Tiens, voilà, je suis en contact, je suis là pour vous orienter vers des personnes compétentes. Et on pense évidemment à toutes ces personnes isolées en période de canicule. Un mot du docteur Martine Pérez. Oui, en fait, l'isolement, c'est très important de lutter contre en période de canicule. Mais en fait, il y a beaucoup d'études qui ont montré que la solitude des personnes âgées est un facteur de risque majeur de maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire des personnes âgées isolées vont avoir un risque multiplié par 2. Le lien social permet de lutter contre la maladie d'Alzheimer, permet des interactions individuelles, permet des stimulations cérébrales, permet de maintenir bien sûr de la joie. Mais donc, cette idée que juste en période de canicule, il faut s'occuper de ses parents qui sont âgés, de ses grands-parents qui sont âgés ou de ses proches qui sont âgés, c'est une très bonne idée, mais il faut aller au-delà de ça. La solitude, c'est un facteur de risque majeur de troubles cognitifs. Allez, on va prendre Victoria maintenant au soir d'Europe 1 39 21. Bonjour Victoria. Bonjour. Vous êtes étudiante et vous allez justement voir les personnes âgées pendant cet été et donc a fortiori en cette période de canicule aujourd'hui. Oui, exactement. Et alors, comment est-ce qu'elles vivent cette période, les personnes âgées dont vous vous occupez? Elles sont plutôt bien renseignées sur la chaleur, qu'il faut bien s'hydrater, qu'il faut rester vraiment au frais, tout ça. Donc, ils sont vraiment bien. Les messages bien de prévention sont passés, c'est ça, ce que vous nous dites? Oui, voilà. Et nous, on en rajoute une couche. On vérifie bien qu'ils s'hydratent, on vérifie bien qu'ils soient au frais, qu'ils ne sortent pas trop dehors. Donc, on rajoute de la prévention par-dessus. D'accord. Et c'est important justement d'aller à leur rencontre. Le sentiment d'isolement dont on parlait à l'instant, vous le sentez vous aussi en allant les visiter, ces personnes âgées? Oui, c'est vraiment des personnes âgées qui sont vraiment isolées. Nos visites, ça leur fait vraiment du bien et comme ça, ça leur permet de discuter avec nous, de faire plein de choses et ça les sort un peu de leur quotidien. Ouais. Et donc vous êtes étudiante et vous faites ça dans le cadre d'un job d'été, dans le cadre de quoi, d'une association? Comment ça se passe? Alors c'est grâce au conseil départemental des Yvelines que j'ai pu trouver ce poste. C'est eux qui sont à l'origine et qui financent ce dispositif.
Yveline, étudiant senior, c'est Senior, c'est ça. exactement le dispositif qui est mis en place. L'acronyme, ça fait YES, hein, c'est bien trouvé. Yveline, étudiant senior. Victoria, en tout cas, on vous félicite pour cette démarche et on incite tout le monde à prendre des nouvelles de nos proches, qu'ils soient âgés ou non en ce moment. Oui, Sabrina tout à fait. Et puis on signale donc des actions de la Croix-Rouge, d'une association qui s'appelle Mona Lisa, de l'ANCV, l'Association nationale pour les chèques vacances, qui met aussi plein d'initiatives pour les personnes âgées. Donc il y a des relais, servez-vous-en. Va y avoir aussi des départs en vacances dans les prochains jours qui vont se faire aussi avec ces grandes chaleurs, docteur Marcel Ichou. Et là aussi, il faut se préparer pour affronter ça. Oui, il faut bien se préparer, mais tout à l'heure, Sabrina a dit quelque chose de fondamental, c'est la peur qui est irrationnelle et la réalité qui ne l'est pas. Or, maintenant, avec justement tous ces conseils qu'on donne dans les médias, sur Internet, on mélange un peu tout parce qu'on fabrique en quelque sorte des peurs. Grosso modo, les gens qui sont à risque peuvent ne pas avoir peur du tout. Et ceux-là, ils sont à risque. Et très souvent, des gens qui ont extrêmement peur, qui ont peur de la maladie, ne sont pas à risque, mais ils vont... Marcel, il faut avoir peur ou il faut pas avoir peur? Pardonnez-moi, mais il faut suivre. Il faut avoir peur en fonction de l'état dans lequel on est, surtout avoir un conseil adapté. Donc il faut avoir un petit peu de bon sens, parce que les peurs ne sont pas justifiées. Dès lors qu'on donne les conseils qu'on a donnés, qu'on fait bien attention, qu'on regarde aussi son profil, il n'est pas identique, même quand vous prenez la route, d'avoir 25 ans en pleine forme, vous avez bien dormi et vous n'avez pas de pathologie, et d'en avoir 70 alors que vous avez mal dormi et que vous avez des médicaments. Donc ça, c'est quand même fondamental. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, il faut préparer. Et pourquoi préparer? Parce que les dangers que l'on court peuvent entraîner des accidents graves. Donc, là, il faut non pas avoir peur, mais bien se préparer, ce qui est complètement différent. Donc avant de prendre la route. Avant de prendre la route. Alors, le premier, évidemment, conseil qu'on peut donner, c'est sur le sommeil. Ça paraît évident. Parce que si vous vous endormez au volant, ça nous est tous arrivé après un trajet un peu long, par la monotonie, d'être pris d'une somnolence, et même de faire ce qu'on appelle des micro-sommeils. Oui, on a énormément de mal à dormir en ce moment avec la chaleur. Ben oui, mais ça n'empêche pas de se préparer. Et surtout, quand vous roulez, il faut être stimulé. Alors, si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, il ne faut pas qu'il fasse la sieste, lui, pendant que vous conduisez. Non, mais ça a l'air idiot, parce que les conseils sont parfois uniquement de bon sens, mais il ne faut pas être dans la monotonie. La monotonie, c'est ce qui vous met complètement dans un état de somnolence potentielle. Mais même quand vous êtes à la maison, si vous éteignez les lumières, pas de bruit, pas de lumière, vous allez vous endormir. Donc alors, montez le son de la radio aussi. Voilà, alors mettez Europe 1 et Thomas va vous réveiller. De vous réveiller, de vous maintenir éveillé en tout cas. On boit aussi beaucoup? Alors, il faut boire, évidemment, c'est un conseil primordial parce que avec la chaleur, on va beaucoup transpirer, donc il faut récupérer parce que là aussi, c'est une source. Alors, suivant votre état, c'est une source peut-être de somnolence, mais aussi de syncope. Donc, en fonction de votre état, des médicaments que vous prenez, on en a parlé tout à l'heure avec Martine, il faut adapter. Donc, boire est un conseil primordial. Alors, docteur Martine Pérez, dès hier, on disait boire, évidemment, boire de l'eau, uniquement de l'eau, pas de boissons alcoolisées dans ce cas-là, encore moins quand on prend la route. Mais alors, attention aussi à ne pas se surhydrater. Là encore, il y a des dangers. Mais bien sûr, ce qu'on a découvert en 2003 avec la canicule, on pensait que les personnes âgées mouraient de déshydratation, c'est-à-dire qu'elles perdaient leur eau et puis il y avait une défaillance multi-organes, de tous les organes. En réalité, on s'est rendu compte que les personnes âgées et les personnes malades, les décès étaient dus à des coups de chaleur. C'est-à-dire que les personnes âgées ne ressentent plus la sensation de soif, donc ne boivent pas. Elles ne transpirent plus parce que leur glande sudoripare ne fonctionne plus très bien. Et donc, leur température corporelle augmente. Et c'est ce coup de chaleur qui fait qu'elles décèdent. Donc, le problème de la canicule, en particulier pour les personnes âgées, c'est pas tant la déshydratation que se protéger de ne pas faire monter sa température corporelle. Le coup de chaleur, ça se traduit par de la fièvre, des maux de tête, des vertiges, une confusion, et on peut perdre connaissance et un coma avec une défaillance des reins, du foie, du cœur. Donc c'est une défaillance multi-organes. C'est pour ça que c'est vraiment important de répéter que l'hydratation, c'est très important, comme l'a dit Marcel, pour les personnes jeunes, en bonne santé, qui prennent la route parce qu'elles transpirent et cette transpiration leur permet de se rafraîchir. Mais pour les personnes âgées, la problématique, c'est de ne pas laisser sa température corporelle monter et donc de vivre dans une atmosphère réfrigérée. Ça, c'est le plus important. C'est important de le répéter. Sabrina Philippe. J'ai une petite question. En fait,
fait, quand les personnes qui vivent dans le désert, elles ne boivent pas frais, elles boivent chaud, elles boivent du thé. Donc, est-ce qu'on peut boire chaud aussi finalement? Et pourquoi elles le font? Parce que ces personnes-là, ces populations connaissent très bien la chaleur. Donc, pourquoi elles le font? Et est-ce que c'est valable pour nous aussi? Marcel Lichaud. Alors, il y a des disparités en fonction de vos habitudes, de votre environnement. Vous savez, un métabolisme, c'est quelque chose qui s'adapte à son environnement. C'est comme ça depuis la nuit des temps, c'est pour ça que nous sommes là. Donc, quand vous vivez en permanence dans une atmosphère qui fait 30-35 degrés ou dans le désert, vous n'avez pas le même métabolisme que le Suédois qui se trempe dans l'eau à 4 degrés, alors que vous... Et sur la boisson chaude, simplement sur la un différentiel de température. C'est un différentiel de température et c'est pas le même métabolisme. Si vous buvez très chaud, comme il fait chaud à l'extérieur, il ne va pas y avoir de différence énorme. Alors que si vous buvez glacé, par exemple, ça peut avoir des conséquences. Quel conseil pour se déshydrater? Le conseil, eau froide ou eau chaude? Il faut surtout avoir du bon sens. Buvez, quel que soit votre état, buvez 1,5 litre environ d'eau par jour. Pour les personnes âgées, comme l'a dit Martine, il y a d'autres complications, mais en tout cas, elles n'ont plus la sensation de soif, donc elles doivent boire. Alors maintenant, boire glacé ou boire chaud, buvez tiède. Mais c'est pas une boutade. Très bien. Centre d'Europe 1 39 21, vous posez vos questions sur la canicule à nos médecins dans cette spéciale du Grand Direct de la Santé. Sonia nous appelle de Saint-Pal de Mons. Bonjour Sonia. Bonsoir. Bonjour Thomas, pardon. Bonjour toute l'équipe. Bonsoir, oui. Alors, bonjour, quelle est votre question? Alors voilà, en fait, je travaille en production légumière. Ouais. Donc, je produis des légumes que je vends sur les marchés. Et justement, aujourd'hui, je fais les marchés, en fait, par cette chaleur. Et je serai en position debout pendant à peu près 6h30. Et je voulais savoir si je devais faire des pauses ou pas. Sachant que j'ai déjà fait 2 malaises vagos, en fait, très récemment. Ouais, pourtant, vous êtes jeune, hein, Sonia. Je vais donner votre âge, 28 ans. Donc, vous travaillez en production maraîchère, on l'a bien compris. Vous allez rester debout là toute la journée par ces fortes chaleurs. Quel conseil on donne à Sonia, docteur Marcel Lichaud? 2 conseils évidents. De faire des pauses, évidemment, et de s'hydrater et de faire des pauses de temps en temps. Parce que, quel que soit votre état, si vous restez dans un environnement très chaud, on peut donner aussi en même temps le conseil pour les sportifs. Quand vous faites du sport comme elle, quelle que soit l'intensité, au bout d'un moment, l'organisme fatigue, il se déshydrate. Et même si on n'est pas dans les accidents gravissimes, mais on a des sensations de malaise et notamment des petites syncopes ou des petits malaises. Docteur Martine Pérez. Oui, on peut même demander à son employeur, notamment quand on travaille dans le bâtiment et quand il y a des périodes de canicule, des aménagements d'horaire parce que ça permet de mieux supporter, alors travailler tôt le matin ou plus tard le soir. Et au moment de la canicule de 2003, c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre d'entreprises et qui a permis d'éviter un certain nombre de problèmes. C'est prévu effectivement sur les chantiers, notamment aujourd'hui. Bonne journée Sonia, bon courage. Merci vous aussi, merci beaucoup. Merci d'écouter le Grand Direct de la Santé chaque jour sur Europe 1. Voilà, j'espère qu'on a fait à peu près le tour de toutes vos interrogations au sujet de la canicule. On y reviendra évidemment tout à l'heure dans Europe Midi qui sera dirigé par Thierry Dagiral. Je remercie Sabrina Philippe, psychologue. Merci d'avoir été avec nous. Docteur Martine Pérez, médecin généraliste, et le docteur Marcel Lichaud, médecin généraliste également. À très vite dans cette émission.